Zone Europe sur Sensation. Bonsoir et bienvenue dans Zone Europe sur Sensation, une émission enregistrée au Parlement européen de Strasbourg et réalisée en association avec TV78. Voici le sommaire de ce nouveau numéro. L'eurodéputée Stéphanie Yoncourtin sera notre invitée. Nous évoquerons avec elle le poids des géants du numérique en Europe. La maltraitance animale, en France, les sévices sont punis de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Nous verrons comment ça se passe chez nos voisins. Mais tout de suite, ce jour-là, le 18 juin 2018, le lancement de Discover EU. Plus de détails avec Mélissa Keladi, Europe Direct Val d'Oise. Zone Europe, ce jour-là. Le programme Discover EU a été lancé le 18 juin 2018 par la Commission européenne sur recommandation du Parlement européen. C'était un programme qui était totalement à part et depuis tout récemment, depuis fin 2021, il est totalement intégré au programme Erasmus+ 2021-2027. Ce programme-là promeut surtout la mobilité de tout le monde, donc des jeunes les plus éloignés, veut intensifier aussi les mobilités des apprentis. Et puis s'inscrit dans une démarche durable, verte et numérique, de plus en plus. C'est vraiment les grosses orientations du programme Erasmus+ 2021-2027. Donc qu'est-ce que c'est Discover EU ? Déjà, il y a un petit jeu de mots, Discover EU pour European Union, mais EU, donc se découvrir soi-même pour avoir de nouvelles expériences, découvrir l'Union européenne grâce au voyage, découvrir de nouveaux pays, de nouvelles cultures, des nouveaux paysages. Donc c'est un programme uniquement pour les jeunes de 18 ans pile, c'est vraiment l'année des 18 ans. Les jeunes qui s'inscrivent peuvent gagner des passes Interrail qui leur permettent de voyager entre une journée et plusieurs mois. Et donc tout se passe en ligne, c'est un formulaire à remplir, un questionnaire, un quiz à remplir. Donc on peut voyager seul ou en groupe. Il y a beaucoup de passes qui sont données. On a commencé timidement. Donc à la première édition, il y a eu 18 000 titres de transport qui ont été donnés aux jeunes Européens et Européennes. Et puis là, pour la dernière édition, donc c'était en automne 2021, il y a eu plus de 60 000 titres de transport qui ont été donnés. Cette fois, il y a une petite exception. Les jeunes de 19 et 20 ans ont pu également postuler, étant donné que les éditions de 2020 ont été annulées à cause de la crise sanitaire. Donc comment ça se passe pour l'inscription ? Donc il y a 2 sessions par an de candidature, donc une session en automne et une session au printemps. La prochaine session, on n'a pas encore les dates, mais il faut aller vraiment être en veille sur le portail européen de la jeunesse pour avoir la date quand elle va sortir. Donc quelles sont les conditions ? C'est d'avoir 18 ans, être de nationalité d'un pays membre de l'Union européenne et indiquer correctement son numéro de carte d'identité ou de passeport lors de la candidature. Et pour les jeunes en situation de handicap, il est possible, et même c'est mis en place, une aide du programme Discover EU pour voyager sereinement et pour être accompagné tout au long de l'expérience. Donc les voyages se font essentiellement en train. Ça peut bloquer certains jeunes qui vivent dans les Outre-mer. Donc il est possible aussi d'avoir des billets d'avion pour venir directement dans l'Union européenne, ou même si on vient de villages très éloignés où il n'y a pas d'accès au train. Et pour organiser son voyage, si on a envie de rencontrer d'autres jeunes qui participent aussi au programme, il y a un groupe Facebook qui est dédié pour pouvoir organiser des rencontres et créer du réseau. Les participants et participantes du programme sont invités à communiquer sur leur expérience en taguant évidemment Discover EU et puis l'agence Erasmus+, et deviennent de fait comme des ambassadeurs, ambassadrices du programme et peuvent être amenés après à faire des témoignages auprès d'autres personnes qui seraient intéressées. En 2021, 6 950 jeunes ont pu bénéficier de ce programme, dont 8 072 Français. Donc c'est vrai qu'il y a un quota par pays qui est proportionnel au nombre d'habitants. Et depuis le début du programme, 130 000 jeunes ont pu bénéficier de Discover EU, ce qui est quand même plutôt pas mal, et qui permet de pouvoir... c'est un programme totalement gratuit finalement qui permet de voyager dans toute l'Union européenne. Donc si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur le portail européen de la jeunesse où vous pouvez trouver vraiment toutes les informations sur les conditions, sur les échéances et sur les règles aussi, le règlement du programme. Zone Europe, l'invité politique.
Je reçois aujourd'hui l'eurodéputée Stéphanie Yon-Courtin. Bonjour. Bonjour Hugo. Alors vous êtes membre du groupe Renew Europe. Ensemble, on va évoquer dans quelques instants le poids des géants du numérique en Europe. Mais avant, je voudrais qu'on parle du droit à l'oubli après un traitement contre le cancer. C'est l'un de vos combats aux côtés d'une autre eurodéputée, Véronique Trier-Lenoir. En France, les anciens malades bénéficient d'un droit à l'oubli dans un délai de 5 ans. Un droit qui n'existe pas partout en Europe. Des années après leur rémission, il y a obligation de déclarer sa maladie auprès par exemple de sa banque ou de son assurance. Quelles sont les conséquences déjà que cela peut avoir ? Les assurances emprunteurs, en fait, elles considèrent les anciens malades du cancer comme des personnes qui potentiellement ont un risque aggravé de santé, même des années après leur rémission. Donc vous imaginez en fait les conséquences et les difficultés auxquelles ces anciens malades peuvent être confrontés. C'est la double peine lorsqu'ils souhaitent contracter un prêt pour une maison, créer une entreprise, avoir un projet quelconque. On leur prête moins d'argent ? Oui, les assurances emprunteurs peuvent soit leur opposer une exclusion d'assurance, ou voire refuser même complètement rejeter leur demande d'emprunt. Et dans ces conditions, c'est quand même difficile de se reconstruire et d'envisager l'avenir, qui est déjà complètement difficile à concevoir lorsqu'on est malade ou lorsqu'on a été malade et qu'on est en rémission. C'est la double peine, il faut mettre fin à ça. Justement, le Parlement a lancé un plan cancer européen. Il est notamment prévu d'étendre ce droit à l'oubli à l'ensemble de l'Union. Est-ce qu'il y a des freins à cette mesure ? Est-ce qu'il y a des pays qui freinent cette mesure ? Et qui peut justifier finalement de lutter contre ce genre de mesures ? Déjà, en fait, dans la stratégie sur le plan cancer, dont notre référente est Véronique Trier-Lenoir, vous l'avez rappelé, on a pris l'engagement d'étendre ce droit à l'oubli dans toutes les futures régulations. Donc en fait, il y a ce droit à l'oubli qui est dans la stratégie et toutes les régulations et donc, qui vont être votées par le Parlement européen, elles doivent contenir, c'est notre engagement, le droit à l'oubli. Et c'est ce que je suis notamment en train de faire dans la révision de la directive sur le crédit à la consommation, qui va contenir une de ces dispositions. Et donc je tiens à inscrire dans la loi qui sera formellement interdit de tenir compte des antécédents médicaux des personnes qui ont été touchées par un cancer pour tous les patients de l'Union européenne 10 ans après la fin de leur traitement, jusqu'à 5 ans pour les patients dont le diagnostic a été posé avant l'âge de 18 ans. Très bien. Vous pensez qu'il faut quand même donner cette période, ce délai de quelques années ? Vous ne pensez pas que les malades, finalement, ils attendent que, oui, j'ai été malade, mais comme d'autres ont d'autres maladies, et il faut finalement oublier tout de suite, dans l'instant ? Écoutez, oui, ce serait peut-être mieux de l'oublier dans l'instant, mais déjà, c'est quand même une première pierre qui est posée et c'est quand même un délai, certes, qui nous apparaît comme étant un délai raisonnable pour les personnes qui ont été malades. Alors effectivement, normalement, il faudrait le faire dès maintenant, dans un monde idéal, mais c'est déjà un progrès considérable que d'inscrire dans toutes les régulations ce droit à l'oubli. On a toutes et tous, que ce soit nous-mêmes, personnellement, dans notre famille, dans nos proches, des personnes qui sont atteintes d'un cancer et c'est complètement injuste effectivement de leur imposer cette double peine. Donc déjà, si on peut déjà l'inscrire partout, ce serait bien. De façon uniforme dans l'Union européenne, ce qui n'est pas le cas. Vous voyez, la France l'a avancé à 5 ans, mais nous, bien évidemment, on veut que ce soit uniformément posé dans l'Union européenne. C'est un parcours du combattant qui attend et donc effectivement, et qui attend ces malades atteints du cancer, et donc on veut vraiment plus leur infliger cette double peine. On peut rappeler que le cancer, c'est la première cause de mortalité en France, la deuxième en Europe. Il existe de nombreuses inégalités, justement dans les taux de guérison. En quelques mots, là aussi, il y a une harmonisation des politiques à avoir au niveau de la lutte, cette fois-ci, contre le cancer. Comment est-ce qu'on peut harmoniser cette lutte et même la prise en charge finalement ? En fait, il faut harmoniser les deux. C'est en mutualisant les connaissances et les moyens qu'on parviendra à lutter contre le cancer et à proposer les meilleurs coûts possibles aux Européens. D'abord, sur le volet de la prévention, et je salue ce que porte Véronique Trier-Lenoir, ma collègue, parce que les études scientifiques l'attestent, 40% des cancers pourraient être évités par des mesures de prévention. Or là, il y a une extrême hétérogénéité en termes de prévention dans les différents États membres, à l'intérieur même des États membres, notamment si on prend la France, en fonction de là où vous vivez et en fonction du milieu social dans lequel vous êtes, il y a véritablement des différences. Et le plan cancer européen qu'on a adopté en février dernier au Parlement européen, il met l'accent justement sur la prévention, tant au niveau national qu'au niveau européen. Il porte par exemple un objectif fort
parvenir à une génération sans tabac en Europe d'ici 2040. Ça, c'est sur le volet prévention. On m'avait parlé du volet prise en charge. Et on sait que dans certains États membres, les patients recouvrent rapidement, d'autres beaucoup moins, la santé grâce à des soins parce que certains rencontrent des difficultés d'accès aux soins. Les Européens des pays du Nord et des pays de l'Est bénéficient pas toujours d'un système de santé solide. Ils sont pas égaux face à la maladie. Et avec le plan cancer, on voudrait vraiment rectifier ces inégalités en renforçant la coopération également entre les États membres, en favorisant la mobilité des patients et en favorisant la mobilité des médecins, des oncologues qui sont peut-être plus expérimentés sur certains États et qui pourraient donc être plus facilement mobiles dans d'autres États. Est-ce que la santé n'est pas en train de devenir une compétence européenne ? Eh bien, elle a commencé. Eh bien, effectivement, sanitaire. La crise sanitaire a été un révélateur, a été un déclencheur de plus d'Europe et mieux d'Europe en matière de santé et faire en sorte qu'effectivement la compétence santé soit une compétence européenne. Et on voit notamment beaucoup d'États pour lesquels la compétence santé était régionale, l'Espagne et l'Italie, demander à ce qu'au-delà de la centralisation ou d'une uniformisation nationale, effectivement, elle le soit mieux prise en compte au niveau européen. Et donc, c'est vraiment une meilleure gestion européenne de façon générale, de prévention, de réaction au risque, le Covid, de façon urgente, et puis ensuite de suivi, effectivement, pour les malades et des différentes maladies et pathologies. Alors on va s'intéresser maintenant aux géants du numérique. Vous êtes vice-présidente de la Commission des affaires économiques et monétaires au Parlement. L'un des enjeux de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, c'est notamment l'encadrement des activités économiques des grandes plateformes du numérique. Alors est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer dans quel but il faut encadrer ces grandes plateformes ? Est-ce que c'est pour protéger peut-être déjà l'économie européenne et les entreprises européennes ? Avant d'encadrer, c'est d'éviter que le Far West ne règne plus. Donc c'est véritablement d'assurer les mêmes chances pour toutes les entreprises. Alors, on voit qu'on a d'un côté une poignée d'entreprises, les GAFAM, les GAMAM, les géants de la tech, qui ont développé des réseaux tentaculaires à tel point qu'elles sont ultra dominantes, ultra puissantes et qu'elles sont capables d'imposer leurs propres règles, leurs propres lois aux petites entreprises qui souhaitent pénétrer les marchés du numérique. Et ça ne va pas parce que la concurrence est une obligation en dehors du marché numérique, c'est-à-dire hors ligne, et donc il doit y avoir des règles en ligne. Et c'est les mêmes chances également de proposer des produits et des services aux consommateurs et d'accéder au marché, pouvoir pour les petites entreprises accéder au marché et innover. Donc le DMA, Digital Markets Act, acte sur les marchés numériques, pour la première fois, il est inédit et historique parce qu'il va imposer des règles pour assurer une équité justement entre les entreprises sur ces marchés numériques et faire en sorte que les petites entreprises, vous avez parlé de la Covid tout à l'heure, qui vont de plus en plus sur ces marchés du numérique pour développer leur chiffre d'affaires et leur business, puissent accéder de façon équitable à ces marchés sans dépendre de ces poignées d'entreprises qui vont leur imposer soit des obligations complètement exorbitantes, par exemple des commissions pour être sur les plateformes qui vont être très chères, ou bien les sortir des marchés quand elles le souhaitent. Alors il y a une autre question, ce qui est aussi d'interdire par exemple, donc vous le disiez, la publicité ciblée, mais il y a aussi la publicité ciblée qui vise les mineurs. Parce que quand on est mineur, on ne sait pas forcément à quoi on a affaire quand on est sur Internet. Ces publicités ciblées, elles utilisent des données sensibles comme des orientations politiques, des orientations sexuelles, des caractères ethniques. Vous pensez qu'il faut lutter aussi pour qu'on soit tous égaux face au traitement de ces grosses sociétés? Alors vous parlez là effectivement du contenu de ce qu'on a sur Internet, du contenu et des produits d'ailleurs, et de ce que véhiculent ces plateformes. Ça, c'est un autre acte, c'est un autre règlement qui s'appelle le Digital Services Act, l'acte sur les services numériques, qui est en cours là, de discussion, qu'on aimerait bien également pouvoir finaliser d'ici la fin de la présidence française de l'Union européenne, et qui bien évidemment vise à uniformiser les règles qui sont destinées à réguler les contenus haineux, effectivement, les publicités destinées aux mineurs, et faire en sorte qu'on ait le consentement appuyé, renforcé, notamment du consommateur, du lecteur. Est-ce qu'on peut mettre des sanctions en place ?
Bien sûr, c'est des sanctions qui sont prévues et qui sont très importantes. Alors elles sont discutées sur le DSA, ça c'est donc sur le service numérique, sur les contenus dont j'ai parlé tout à l'heure et les produits qui sont mis en ligne. C'est en discussion. En revanche, s'agissant du DMA, il y a des sanctions très importantes qui vont être infligées aux gatekeepers, ces contrôleurs d'accès, ces géants de la tech qui ne respecteraient pas les obligations ou interdictions qui leur seront faites, qui peuvent aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial du groupe concerné, ou bien en cas de récidive, c'est-à-dire que si elle ne se conforme pas, ça pourrait aller jusqu'à 20% du chiffre d'affaires, voire éventuellement l'interdiction d'acquérir une entreprise, une petite entreprise que le géant projetterait de finaliser. Très bien. Merci beaucoup, Stéphanie Honcourtin, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes eurodéputée et membre du groupe Renew Europe. C'est ça. Merci beaucoup, Hugo. Zone Europe chez nos voisins. Et chez nos voisins, ça se passe comment? C'est notre rubrique, en partenariat avec HEJ, l'Institut des hautes études de journalisme de Montpellier. Cette semaine, la maltraitance animale avec Olivier Paillet. Alors chez nous en France, la maltraitance animale est sévèrement punie par la loi. Une personne qui exerce publiquement ou non un acte sexuel ou qui commet tout acte de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou en captivité, encourt jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Depuis le jeudi 18 novembre, la loi sur la maltraitance animale est entrée en vigueur avec le durcissement des peines, comme par exemple l'interdiction d'animaux sauvages dans les cirques, un passe-droit justifiant de si oui ou non on est apte à posséder un animal de domestique, mais encore l'interdiction de vendre des chatons et des chiots directement en animalerie. Et du côté de nos voisins européens, comment est-elle punie? En Allemagne, une pratique barbare est sur le point de disparaître, celle du broyage de poussins mâles. En effet, cette méthode très critiquée par les défenseurs de la condition animale condamne chaque année l'abattage de plus de 45 millions de poussins. En revanche, du côté de l'Espagne, la situation est beaucoup plus alarmante, et notamment l'abattage et l'abandon de milliers de lévriers chaque année. Une condition qui ne risque pas de s'arranger, d'après l'inaction du gouvernement espagnol, un déséquilibre pour la condition animale qui se creuse au sein des pays européens. Zone Europe. Les superstitions en Europe avec Evelyne Keller, auteure du livre 301 superstitions, petite encyclopédie des peurs et sagesse populaire chez l'Opportun. On s'intéresse cette semaine aux hirondelles. Alors, je vais parler de l'hirondelle. On dit qu'une hirondelle ne fait pas le printemps. Et il y a pas mal de superstitions, toujours héritées du monde paysan, sur ces hirondelles. Donc, quand une hirondelle arrive et va chercher à nicher sous le toit de votre maison, c'est un porte-bonheur assuré pour toute l'année. Donc, on ne devrait pas chercher à faire tomber le nid. Ce qui là porte malheur. Pourquoi les gens cherchent à se débarrasser d'un nid d'hirondelle? C'est qu'il y a beaucoup de fientes au sol, c'est très sale. Alors si on veut une jolie terrasse ou une belle entrée, l'hirondelle elle va gêner un petit peu, mais il vaudrait mieux tolérer l'hirondelle et les fientes qui portent bonheur, plutôt que de la virer. La même hirondelle, si elle vient volter autour de quelqu'un, c'est un présage heureux. Voilà. Alors c'est une ancienne superstition, peut-être pas très facile à respecter. Si on veut être sûr d'être aimé, il faudrait aller déposer un anneau dans le nid d'une hirondelle, le laisser 9 jours dans ce nid, aller le récupérer et à partir de là, on va l'offrir à l'être aimé. Et il faut laisser le charme agir, bien sûr. Et dernière chose à ne pas faire, si on a fait tomber le nid de l'hirondelle, c'est de balayer, parce que en balayant, on emporte aussi le porte-bonheur qui était là. Zone Europe, voyage. On en vient maintenant à notre rubrique Voyager dans l'assiette. Cette semaine, un dessert italien, le tiramisu du chef Julien Serry. Alors la recette est très simple. On va mettre le jaune d'œuf dans la cuve du batteur, le sucre, et on va battre très très fort ou mettre le robot pâtissier au maximum. Et on le laisse travailler. Donc l'objectif, c'est de faire fondre
le sucre pour qu'on ne voit plus du tout la cristallisation du sucre. À ce moment-là, on va pouvoir ajouter le mascarpone en 3 fois. Hop là. Et même opération. Quand on a un mélange bien homogène, hop, on incorpore la deuxième partie du mascarpone. Et c'est parti pour la deuxième étape. On commence à avoir un bel aspect, une belle crème. Et on vient ajouter le reste du mascarpone. Et voilà, c'est fini. On y va pour le montage. Alors, on va commencer par mettre une première couche de crème dans le fond du contenant. Comme ça. Un biscuit qu'on va imbiber très rapidement dans un café très corsé avec marsala ou du rhum, l'alcool que vous préférez. La même chose pour la deuxième couche. Une autre couche de biscuit, imbibé toujours très rapidement. Et on va terminer en faisant un joli dôme de crème assez généreux sur le dessus. Alors la petite touche sur notre tiramisu, c'est un caramel au beurre salé maison, un salidou, dans lequel on a mis de la fève de tonka. Et on va terminer avec un peu de gourmandise et de croquant, des brisures de spéculoos. Et voilà un tiramisu breton. Zone Europe. Les superstitions en Europe avec Evelyne Keller, auteure du livre 301 superstitions, petite encyclopédie des peurs et sagesse populaire chez L'Opportun. On s'intéresse cette semaine au miroir. On va parler du miroir. Il y a pas mal de phrases et de superstitions liées au miroir. On va dire que briser un miroir, c'est 7 ans de malheur. Ça se dit encore. Pourquoi le miroir porte malheur? Parce que le miroir, quelque part, on s'y voit, donc c'est le reflet de son âme et de sa personne. Et une âme en morceaux, c'est pas souhaité. Mais comme habituellement dans tous les cas de porte-malheur, on va trouver des gestes ou des paroles à faire pour contrer ce mauvais présage. Il y en a une qui consiste à ramasser tous les morceaux du miroir et à chercher une rivière, aller dans le sens du sud et on marche le long de la rivière et dès qu'on peut, on se débarrasse des morceaux de miroir brisé et là, le mauvais sort est conjuré. On peut aussi aller enterrer ces morceaux de miroir brisés. On peut encore les enterrer. Donc, quelque part, on fait disparaître le mauvais sort. Il ne faut jamais se regarder dans un éclat de miroir brisé, ça porte malheur. Il y a aussi une tradition qui est respectée dans pas mal de maisons. Quand quelqu'un décède dans la maison, la tradition veut que l'on voile les miroirs. D'un crêpe ou pas, mais on voile le miroir parce qu'on pense que le corps du défunt, quand il va s'en aller, pourrait emporter l'âme des vivants de la maison. Donc c'est très important de voiler le miroir. Zone Europe, c'est terminé. Merci aux équipes techniques du Parlement européen de Strasbourg. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation et aussi sur TV78. Rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée.
Europe sur Sensation. Zone Europe.